auquel on n'a pas, je crois, répondu ce matin, sauf peut-être avant mon arrivée. Est-ce que vous, du point de vue de la terminologie, est-ce qu'il s'agit de recherche-création ou de recherche en création? Mais là, c'est vraiment une question que je vous pose. Hein. C'est pas, on n'a pas discuté, je crois, de cette terminologie, de cette différence. Et j'aurais bien aimé savoir si cela pourrait rentrer dans notre réflexion commune, parce que j'ai entendu ce matin à la fois recherche en création et recherche création, c'est-à-dire le mot transformé en mot composé ou recherche en création avec la préposition. Donc ça serait une première question. Et la deuxième question que je pose aux encadrants de doctorat en recherche, moi je reste sur recherche en création pour l'instant, n'ayant pas de réponse, hein, je reprends la question d'Anne-Marie qu'Anne-Marie a posée ce matin en fin de matinée parce qu'elle est pour moi essentielle, mais vraiment essentielle, c'est-à-dire que ma communication ne prend sens que par rapport à une véritable réponse. Est-ce que ECF se consacre à la recherche en création au niveau des doctorats uniquement, ou bien est-ce que CF s'ouvre à d'autres groupes de recherche qui ne soient pas réalisés dans le cadre de doctorat? Voilà, ça c'est une question qui est pour moi, excusez-moi d'emblée, mais qui est pour moi fondamentale. Et qui détermine ma participation d'ailleurs ici. Voilà. Donc je ne sais pas, je m'adresse à Violaine, à Chantal et à tous ceux qui ici encadrent des thèses en création. Est-ce que vous auriez d'ores et déjà une position dont vous pourriez nous faire part? Est-ce que tu peux repréciser ta question, Corinne? Parce que je suis pas sûre. La première, j'ai compris, mais la suivante, je cerne mal quelle est la nature du problème. Oui. Non, mais je reprends juste. Il n'y a pas de problème, Chantal, hein, mais je reprends juste la question qu'Anne-Marie a très bien formulée tout à l'heure, que je reformule mal, excusez-moi. C'est de savoir si le ECF, si ce que vous entendez dans le cadre d'ECF en recherche en création, c'est-à-dire cette recherche, ne concerne que le doctorat et que l'encadrement des doctorats. C'est ce qui m'a semblé ce matin en écoutant les uns et les autres. Ou bien est-ce qu'on peut élargir à d'autres groupes de travail qui ne prendraient pas le doctorat en compte, enfin pas immédiatement en tout cas? Est-ce qu'on peut envisager d'élargir à d'autres groupes que des groupes de doctorants? Clairement, je crois, Anne-Marie, je ne te trahis pas, je crois que c'est un petit peu le sens de ta question de ce matin. Oui, mais en fin de matinée. Tout à fait. Je vais laisser Chantal et Violaine, parce que c'est elles qui encadrent les doctorats, nous dire qu'elles bien sûr, oui. Mais en même temps, oui. l'ECF, si tu veux, est indépendant du séminaire doctoral. Il existe en soi, le séminaire doctoral. Pour l'instant… Je sais, mais enfin, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais voilà. Bon. Alors, moi, ce que je veux, la question, à mes yeux, hein, la question de la recherche-création englobe la question du doctorat, mais c'est une question entière par ailleurs. C'est-à-dire que mes objets de travail, par exemple, ce sont souvent des gens, des artistes ou des écrivains qui sont dans des démarches de recherche-création. Et ça ne se limite pas du tout à une question d'encadrement. Il se trouve que l'encadrement fait partie de mes fonctions, mais ce n'est qu'un aspect. Voilà, enfin, je ne sais pas si je réponds, Corinne, à ta question, mais et quand tu dis élargir à d'autres groupes, j'aimerais savoir à quel groupe tu penses. Ben, je pense notamment à des groupes, à nos parcours création en licence, qui sont des parcours qui n'en sont pas en fait, mais nos cours de création en licence, qui me semblerait pouvoir prendre en place. C'est ce que je tentais ici de montrer. Je tenterai de montrer si évidemment c'est pertinent. C'est pour ça que je voulais m'assurer avant de commencer ma communication, enfin mon ébauche de communication, je voulais m'assurer que
que je m'adressais dans un cadre qui était pertinent, qu'elle était pertinente au cadre dans lequel je voudrais travailler. Voilà, c'est tout. C'était ça l'objet de ma question, en fait. Et tu comprends, bien sûr que le doctorat en recherche en création m'intéresse, mais enfin, mon champ de manœuvre ne concerne pas le doctorat. Donc, à partir de là, je souhaiterais que ce soit clair entre nous, que je puisse savoir si ça apporte de l'eau au moulin de l'ECF ou pas. Hein, c'est normal que j'ai ce souci de... Corinne, simplement pour préciser peut-être l'organisation de la journée, c'est vrai que j'ai regroupé l'ensemble des communications qui portaient sur le doctorat ce matin. Mais oui. Ça ne va pas être le cas. Voilà, c'est peut-être non, mais bien sûr. Aussi, hein. Non, c'est ta question de fin de matinée que je trouvais très pertinente, où tu posais la question, est-ce qu'on intègre d'autres groupes que des groupes de doctorants? Est-ce qu'on élargit la réflexion à d'autres expériences? Et c'est ça que je trouve essentiel. Pour moi, c'est essentiel, non pas seulement au plan personnel, ça l'est par principe, tu vois. Et c'était surtout ça que je voulais dire. Est-ce que Violaine voulait intervenir? Oui, pour dire que je n'ai pas grand-chose à dire et que je trouve que Anne-Marie a donné la réponse très, très clairement ce matin. Et moi, je trouve ça vraiment bien qu'il y ait cet élargissement, hein, c'est évident. D'accord. Très bien. Merci, Violaine. D'accord. Bon, alors je peux donc vous faire part de mon expérience, de mon laboratoire, et un peu étrange parce que je me suis lancée dans quelque chose. Donc, il s'agit vraiment du bilan d'une expérience. Hein. En aucun cas, il ne s'agit de conclure sur quoi que ce soit. Hein. La question fondamentale, c'est comment la génétique peut venir alimenter une intelligence de l'écriture, une intelligence des textes, et peut-être à terme, par la formation, précisément, la recherche en création. Alors, justement, c'est pour ça qu'il importe, à mon avis, si on peut travailler la génétique à tous les niveaux de l'université, bien sûr, mais on peut aussi la travailler, donc on peut la travailler en licence. Et j'ai fait cette tentative et je propose ici une toute petite parcelle de ce que pourrait être peut-être une modélisation de la recherche en création. Alors, quels sont les protagonistes? Il s'agit, quel est le contexte? Il s'agit d'un TD, pardon, d'1 heure et demie, hein, donc c'est court, avec 2 groupes d'étudiants, dont 3 séances en présentiel et quelques rares rencontres à distance et un gros travail de transcription linéarisée à la maison. Ce pourquoi, d'ailleurs, j'ajoute que le travail à distance s'est montré plutôt idoine à ce genre d'expérience, de laboratoire. Les protagonistes, 22 étudiants, une enseignante, moi-même, et 2 tapuscrits. 2 tapuscrits d'auteurs, des originaux photocopiés, pardon, et une version publiée du texte. Quel objectif? Construire un avant-texte, donc de phase prééditoriale, hein, non pas de phase rédactionnelle, mais de phase prééditoriale. Je n'ai pas donné le manuscrit, j'ai donné 2 tapuscrits, l'un portant des corrections, l'autre n'en portant pas. Donc il y avait dans ce corpus une absence de manuscrit. Hein, on n'était pas du tout dans une phase, encore une fois, dans la phase rédactionnelle. Quel corpus? Il s'agit d'un roman de Jean-Michel Reynard, donc L'eau des fleurs, le seul roman publié de façon posthume. Jean-Michel Reynard est un auteur contemporain qui est mort à 50 ans en 2001. Et ce roman qui est en réalité désigné de romance dans le paratexte éditorial. Voilà, alors je vous montre, je passe maintenant au partage d'écran, j'espère que ça va marcher. 2 tapuscrits, le tapuscrit X sans modification. Je vous en ai mis juste un tout petit extrait. Ça, je vous laisse le lire.
c'est un tapuscrit dont nous ne savons pas dater, enfin, nous ne savons pas le placer encore chronologiquement. Hein. Il y a eu on a fait une tentative de comparaison, mais malheureusement, avec le manque de temps, donc j'ai lancé les étudiants dans une comparaison des deux tapuscrits et dans une comparaison des modifications pour créer ensuite pour réaliser ensuite une transcription chronologique linéarisée. Mais évidemment, le manque de temps et surtout le manque de corpus, parce que chacun avait 3-4 pages du tapuscrit et ça ne permettait pas, ce n'était pas suffisant. Évidemment, ils sont 22, mener un laboratoire de génétique avec 22 personnes, c'était un petit défi difficile. Voilà. Donc ça, c'est un des deux tapuscrits dont je ne peux vous dire s'il est le premier, enfin, ou en tout cas l'avant-dernier avant le tapuscrit définitif, ou bien s'il précède le tapuscrit. Alors, je vous l'ai mis ici avec les corrections. Donc, voilà, c'est un morceau de texte, c'est le même, avec très peu de corrections. Hein. Il faut savoir qu'il y a d'autres pages qui sont très, très chargées. Je n'ai pas voulu les mettre parce que c'était trop compliqué. On a trop peu de temps là maintenant dans l'immédiat pour y avoir accès à toutes ces corrections. Mais voilà, donc le deuxième tapuscrit ou le premier, hein, ce que j'ai appelé le tapuscrit T, qui présente donc le même texte avec quelques modifications, hein, très peu pour l'instant. Et voilà le travail donc d'une étudiante de transcription linéarisée qui utilise les codes et qui a alors l'intérêt. Pourquoi faire l'intérêt, alors, ce qui m'ennuie, c'est que vous ne voyez pas les notes. En note de bas de page, elle a fait des commentaires sur les signes, hein, sur ce qu'elle trouvait dans le tapuscrit. Voilà. Donc, ça, c'est l'exercice lui-même qu'il devait faire, hein, dans le cadre de ce laboratoire. Alors, l'intérêt de cette entreprise, de ce laboratoire, hein, donc, après, au terme de cette transcription linéarisée, c'est de s'apercevoir que un premier travail de ce type introduit un grand nombre de questions et que rien n'est définitivement fixé. Donc, on parlait ce matin d'incertitude et je crois que cette notion de doute, d'incertitude, qui, je crois, a été introduite à la fois par Chantal et puis reprise par Virginie, est essentielle comme dimension dont il faut prendre compte, hein, cette ouverture sur quelque chose qui ne serait pas définitif. Et je crois que c'est ça dont les étudiants ont pris conscience. C'est ce caractère non définitif d'un texte. Et d'autant plus qu'ils ont aussi pris conscience qu'un texte, dans sa phase rédactionnelle, mais aussi dans sa phase éditoriale, pré-éditoriale et éditoriale, eh bien, reste un objet incertain et que ce qu'on appelle une version publiée, une version définitive, ne l'est pas nécessairement, puisqu'elle peut être reprise, retravaillée par la suite, et soit de façon non posthume par l'auteur lui-même, soit de façon posthume par les éditeurs, par les différentes éditions. Donc, cette idée du texte en cours, eh bien, ils en ont pris conscience au fur et à mesure du travail. Alors, je leur ai demandé un bilan, et c'est surtout sur ce point que je voulais m'arrêter et dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Une seule étudiante, d'ailleurs, qui était en examen terminal, donc c'est assez significatif, dont je n'ai pas vraiment accompagné la pratique, n'a pas laissé de commentaires. Mais pour le reste, 21 étudiants ont laissé des commentaires dont il ressort des points très intéressants, à mon avis, et qui en quelque sorte, croisent les grandes questions que l'on se pose en tant que littéraire.
Donc, sur la place de l'auteur, les étudiants ont indiqué que ça leur permettait de prendre la place de l'auteur, de mieux le comprendre. Ce qui veut dire qu'en fait, je pars de cette idée, que la génétique susciterait une relation critique semblable à celle qu'entend Georges Poulet depuis le premier volume de ses études sur le temps humain jusqu'au dernier tome de La pensée indéterminée, c'est-à-dire reconstruire dans sa propre conscience le mouvement intime d'un univers et d'une pensée à travers les œuvres. Les œuvres entendues comme les œuvres achevées, publiées par Poulet. Sous ce terme, au pluriel, il est intéressant, semble-t-il, d'entendre aussi les avant-textes. Donc de garder l'idée de œuvre au pluriel, mais d'élargir ce terme de œuvre, c'est une proposition que je fais, à tout ce qui concerne aussi l'avant-texte. Alors, en fait, on constate, deuxième point, donc la place de l'auteur, ça c'est important, prendre la place de l'auteur et revenir à cette critique subjective, mais qui permet justement de reconstruire l'œuvre dans sa propre conscience. Un pas plus loin, c'est un sentiment d'empathie. Certains étudiants qui sont eux-mêmes écrivains, témoignent d'une empathie avec l'auteur. Et alors, je voudrais vous lire un commentaire, justement. Nous avons fait le choix de découvrir la génétique par la recherche et la pratique, plus que par la théorie de cette discipline. Je n'avais aucune connaissance concernant la génétique des textes. La sensation de devenir un archéologue littéraire, d'étudier non pas l'œuvre finale, mais sa pluralité d'existence avant de devenir l'objet livre. L'auteur m'a immédiatement inspiré par sa réflexion textuelle, entièrement contemporaine, prenant la langue comme matériau propre. Le sens est derrière, bon, je lis, je ne corrige pas là, non. La poésie existe par la formation de cette argile que sont les mots. Ce travail de recherche minutieux, alors argile que sont les mots, on le sent bien, et c'est aussi pour ça que, c'est un auteur qui m'intéresse par ailleurs, mais c'est aussi pour ça que j'ai donné ce texte, c'est parce que c'est vraiment le matériau langue est là au premier plan chez Jean-Michel Reynard. Donc ce travail de recherche minutieux et rigoureux m'a donné un sentiment particulier, j'étais honorée de travailler sur ces avant-textes, c'était une matière réelle et personnelle, pas un simple exercice. J'ai essayé d'imaginer s'il fumait en écrivant, s'il buvait du café, dans quel carnet pouvait-il écrire. Nous avons travaillé exclusivement sur des pages imprimées. Il se crée alors le fantasme de l'auteur. En effet, la génétique en révèle également sur l'homme, son organisation et son mode de vie et d'écriture. Des procédés qui m'ont questionné en tant qu'auteur. Je me situe entre une écriture au fil de la plume et une ébauche préparatoire. J'ai pris conscience de ma méthode rédactionnelle. J'ai pris conscience de mon avant-texte propre. Cela m'a permis de mieux corriger et annoter mes textes, également de ne plus supprimer mes réécritures antérieures, mais de les archiver comme étape de travail. Cet archivage permet de puiser et de réécrire encore et encore. Enfin, cet atelier de recherche, j'ai jamais appelé cela atelier de recherche, j'ai toujours appelé ça TD, très modestement, mais voilà, il en a fait un atelier de recherche, m'a montré le caractère encore plus inépuisable de la littérature et de l'objet littéraire lui-même. Le livre existe avant sa parution, il est le foisonnement d'avant-textes riches et mystérieux, une mise en évidence de l'hypertextualité et du métatexte, où le livre devient littérature par sa dimension infinie. Je trouve ça intéressant comme phrase, où le livre devient littérature par sa dimension infinie. Et puis il finit en disant qu'il s'est acheté un volume de l'auteur pour le découvrir davantage. Voilà, ça c'était un témoignage qui m'a semblé intéressant. L'empathie apparaît chez d'autres qui sont justement dans cette démarche d'écriture. Alors, là, c'était le témoignage de Thibaut. Grégory, lui, note que cette expérience l'a inspiré pour son écriture. Face au double processus donc, qui est révélé par cette expérience, un processus double en ce qu'il permet d'explorer l'en-deçà de l'œuvre,
un atelier d'écriture individuelle en quelque sorte, et de situer sa propre pratique de création. Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé en réalité pour beaucoup d'entre eux et ceux qui écrivent. Et il me semble intéressant à ce moment-là d'interroger aussi, parce que cela nous conduit aussi à une certaine position critique qui m'amène à interroger à nouveau la critique que Baudelaire appelait de ses voeux dans le salon de 1846. Je vous rappelle juste rapidement ce qu'il dit en 2 mots. Je cite, je crois sincèrement que la meilleure critique est celle qui est amusante et poétique, non pas celle-ci froide et algébrique qui, sous prétexte de tout expliquer, n'a ni haine ni amour et se dépouille volontairement de toute espèce de tempérament. Mais un beau tableau étant la nature réfléchie par un artiste, celle qui sera ce tableau réfléchi par un esprit intelligent et sensible. Alors, bien sûr, ce texte manifeste le rejet de Baudelaire envers l'académisme bourgeois. Il est précisément dédié aux bourgeois. Mais ce n'est pas ce que l'on retient ici, paradoxalement. Pourtant, la forme en est l'essentielle saveur, mais ce n'est pas ce qu'on retient ici. Ce qui me semble intéressant, c'est de le confronter à la présente expérience d'atelier d'écriture, enfin de réécriture génétique, pour aller vers une définition de la notion d'œuvre dans la perspective du processus de création et de rappeler l'importance de ce phénomène d'empathie qui articule le processus de création et le processus, j'emploie le terme ici avec escient, de lecture critique tel que Baudelaire la conçoit. La question est ouverte, ce serait un des apports de la génétique des textes à la critique aussi, à la lecture critique, en relation articulée à l'écriture, justement à cet avant-texte, que l'on pourrait verser au dossier de nos définitions de l'œuvre. Il faudrait réfléchir. Cette communion, enfin, ce que je vous dis aujourd'hui n'est pas du tout mûri, c'est vraiment un compte-rendu d'expérience. Il faudrait réfléchir davantage sur ça. Alors, autre point, 3e point, donc on a parlé de cette place de l'auteur, de l'empathie. 3e point, la notion de génie créateur qui est remise en question. Alors, on retrouve les traces de Poe et de Baudelaire, là encore. La notion de génie créateur, quelqu'un me dit, mais ça a fait disparaître chez moi l'idée qu'il y avait un génie inspiré qui écrivait d'un seul trait. Voilà, donc ça c'est aussi un élément important. Et puis, bien sûr, la question centrale, le processus de création sur lequel les étudiants mettent l'accent pratiquement dans tous leurs commentaires. Léo écrit « Voir que l'écriture est un processus complexe du premier jet à la version finale où s'opère toute une réflexion de l'auteur sur l'œuvre qu'il désire créer. » Alors, il y a une petite naïveté mais bon, cela dit, c'est intéressant. Louise aussi est dans cette démarche. Solène qui compare les versions successives, note alors l'attention au texte aussi, ça c'est quelque chose qui s'est révélé assez important. Elle note que le texte final, parce qu'ils avaient aussi la version que je vous ai montrée là de l'eau des fleurs imprimée, enfin publiée. Et elle note donc que le texte final présente plus de ponctuation que les tapuscrits antérieurs, donc, et plus de ponctuation forte, dit-elle. Donc, c'est vous dire l'attention que cela a suscité aussi sur le texte. Et Valentin qui explique que d'une version à l'autre, les virgules changent. Parfois, des bouts entiers de texte sont supprimés et l'on se retrouve ainsi avec des versions très différentes. Et il finit son commentaire en disant « En plus, je n'avais jamais apporté de loupe pour un examen parce que je leur avais dit de se munir d'une loupe pour regarder de près les modifications. Donc, il y a aussi tout l'outillage, en quelque sorte, qui fait partie, à mon avis, et ça rejoint un petit peu ce qui était dit ce matin, tout cet outillage qui est important et qui est lui-même créatif. L'objet qu'on pose sur la table, la loupe, fait partie aussi d'une dynamique de création.
Et d'ailleurs, une étudiante, Salia, note que ça lui a fait, elle avait l'impression d'assister à des représentations théâtrales en faisant ce travail, hein, parce que il y avait une sorte comme des répétitions, voilà, non pas des représentations, pardon, mais des répétitions de théâtre. Elle était devant un objet et elle avait l'impression qu'on répétait. Et qu'elle était amenée à répéter avec les acteurs, en quelque sorte, que constituait le texte, hein, des différentes réécritures. Voilà, alors, dans le processus de création également, j'ai noté l'expression « comprendre la maturation d'une œuvre », hein, entrer dans la tête de l'auteur pour comprendre la maturation d'une œuvre. Voilà. Et enfin, un autre témoignage relatif au processus de création, observer l'évolution d'un texte à travers les notes et les réflexions de l'auteur lui-même est particulièrement captivant. Écrivant moi aussi cette matière m'a permis de prendre conscience que oui, aller jusqu'à l'impression d'un texte n'est pas facile, même si je le savais déjà, mais ça me paraît moins impossible. Voir que finalement, on passe tous par la même volonté et cette commune persévérance m'a donné encore plus envie d'écrire et d'aller au bout de mon écriture. Donc, vous voyez, c'est quand même du point de vue de l'incarnation, si je puis dire, du processus de création, la génétique, me semble-t-il, pourrait vraiment entrer dans une démarche de recherche-création. Le point suivant, c'est le livre. Hein, l'idée de livre aussi s'est modifiée. Donc, un étudiant disait que cette idée était jusqu'alors pour lui imprécise. L'idée de ce qui précédait, de ce qui précédait le livre, hein, c'est de ce qui précède cet objet qu'on a entre les mains. Et il prend conscience du travail gigantesque, dit-il, concentré sur des centaines de pages. Il dit que ça l'a modifié son rapport intime à la lecture, à l'œuvre et au temps consacré à l'étude des textes, cette étude qui prend une autre signification. Voilà. Et enfin, sur le travail de génétique lui-même, et je conclurai avec ça, tout le monde reconnaît que c'est une tâche difficile, laborieuse, parfois ingrate, mais intéressante, qui met en lumière, certains disent, tout un pan de la littérature, hein, qui n'est pas forcément connu du public, dit Antoine, hein, mais qui reste essentiel pour la recherche et l'analyse littéraire. Alors, il y avait aussi un commentaire, bon, j'ai encore le temps ou pas de lire quelques commentaires? Non, je continue. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Bon, merci d'opiner du chef. Je me dépêche. Donc, alors, un travail passionnant qu'un étudiant souhaiterait étendre à Notre-Dame de Paris, par exemple, ou aux frères Karamazov de Dostoïevski, des œuvres auxquelles il est particulièrement attaché. Et à propos de l'œuvre de Reynard, il explique que malgré le fait d'avoir été un peu loin du sens, d'avoir été un peu perdu, il a découvert un auteur et la manière dont il a écrit son ouvrage l'inspire à devenir écrivain. Voilà. Certains l'ont considéré comme une énigme à élucider, comme un travail, une enquête. Hein. Ça, c'était une idée quand même que j'avais un peu suggérée au départ, étant donné la difficulté du texte que je leur donnais à travailler. J'avais un peu glissé l'idée d'une enquête policière, de trouver des traces. Donc, ça les a motivés un peu. Et ce travail laborieux permet d'entrer davantage dans le texte, me disent-ils. Alors, enfin, le déchiffrage des annotations, écrit l'une d'elles, s'est avéré moins rébarbatif que je ne le pensais. Certaines me paraissaient illisibles. Puis, en les voyant réapparaître sur une autre page, j'ai fait le rapprochement et cela m'a permis de comprendre ce qui était indiqué. À chaque nouveau symbole déchiffré, j'avais un sentiment de satisfaction. C'est un travail qui demande de la patience et beaucoup de temps devant soi. Ça a été le problème du cadre universitaire, évidemment, pour le réaliser correctement. Enfin, je peux dire que j'ai préféré la transcription linéaire à la transcription chronologique linéarisée, c'est-à-dire pour essayer de rétablir une certaine chronologie entre
Elle avait l'impression, dit-elle, de résoudre une véritable énigme. Et alors, je crois qu'il y a un commentaire qui résume assez bien tout ce que je viens de dire, et je conclurai ensuite. Je dois avouer que j'ai d'abord été un peu paniquée en voyant le texte tout rayé et noirci d'écriture manuscrite sur lequel j'allais devoir travailler. Et finalement, une fois la retranscription des premières lignes passées, je me suis prise à adorer ça. Il y a un côté très ludique à chercher les changements, à trouver leur place, à enquêter pour trouver les différences entre les tapuscrits, à en déduire leur ordre de création. Mais au-delà de l'aspect amusant, ce qui m'a réellement passionnée, c'est de me sentir aussi proche de l'auteur. Par ce travail, on peut littéralement retracer le cours de sa pensée, voir les mots foisonner dans son esprit et changer parfois plusieurs fois jusqu'à trouver la tournure idéale pour dire le plus fidèlement possible ce qu'il souhaite dire. C'est un grand privilège et très rare de pouvoir suivre ainsi la pensée presque exacte de quelqu'un. C'est une intimité qui n'est d'ordinaire pas accessible, et il y a dans ce travail quelque chose du sacré de pouvoir parvenir à la frôler. Enfin, cette expérience de généticienne m'a aussi appris beaucoup sur le fait d'être auteur. Je saisis mieux l'importance de la réécriture jusqu'au mot juste, et je relativise la pression d'écrire, puisque finalement, rien n'est figé à jamais, ou presque. On peut toujours modifier un écrit. En somme, c'était une expérience extrêmement agréable et amusante, mais surtout formatrice. Alors, je terminerai sur ce commentaire et je conclus. Donc, il y a dans le travail lui-même de génétique et dans le bilan qui est ici présenté une forme à la Butor, pour ainsi dire, hein, un montage d'états successifs dans le travail de génétique, un collage des différents retours des étudiants, c'est ce que j'ai fait pour cette communication, une création envisagée dans son ensemble, du matériau, la langue au support, le tapuscrit, le livre, je dirais, donc on aurait pu intégrer un manuscrit, et je dirais, j'oserais dire même la loupe pour lire après l'auteur, après des modifications de l'auteur, l'intérêt pour un faire dont les états successifs sont envisagés dans une totalité et pour former une totalité qui est un point d'aboutissement, totalité de l'avant-texte et du texte publié. Finalement, l'on pourrait expliquer la pratique de la critique génétique en passant par une métaphore. L'espace à circonscrire de l'avant-texte et du texte est supposé au départ, constitue un horizon pour le généticien, mais c'est à l'intérieur de cet espace supposé, en deçà de cet horizon, que d'emblée est installé son travail. Et en même temps, cet espace, une fois circonscrit, est le point d'aboutissement du travail. La pratique critique ici est identique à la pratique d'écriture. Elle suit d'une certaine façon le même processus, ce qui pourrait expliquer l'empathie des auteurs et pour les étudiants, la découverte du texte par une situation intermédiaire entre la lecture et l'écriture. Bien entendu, cette situation n'est pas du tout nouvelle. L'on sait combien l'empathie analogique, où le je devient l'autre, a été en vogue dans le discours critique dans l'entre-deux-guerres. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'elle émerge dans une situation d'enseignement qui relève de la formation en création. Et que dans ce contexte, elle fasse ses preuves, c'est-à-dire éveille chez tous les acteurs une plus grande conscience du texte comme processus. Voilà, c'était grosso modo, très très brièvement et très dans des grandes lignes, ce dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Et il me semble que ça pourrait être, que cette génétique pourrait être une dimension intéressante dans le cadre de CF, ces travaux en génétique. Et d'ailleurs, alors, bien entendu, ça veut dire aussi une recherche en génétique. Moi, j'ai ce projet à propos de cet auteur dont je parle, de Jean-Michel Reynard, qui pourrait déboucher donc sur des éditions de pans entiers de son œuvre qui restent inédites. Et voilà, donc ce serait éventuellement quelque chose que je souhaiterais intégrer dans ECF, si vous en étiez d'accord, c'est-à-dire de mener à bien. J'ai des étudiants qui se sont déclarés intéressés pour poursuivre ce travail avec moi. Et donc, dans le cadre de CF, en prenant bien sûr langue avec l'item,
et voir l'IMEC à Caen, puisque je souhaite déposer ces archives d'auteurs à l'IMEC par la suite, eh bien, ça pourrait être une dimension de CF de s'engager, si vous estimez que c'est pertinent, bien sûr, de s'engager dans cette entreprise éditoriale, d'abord génétique et puis éditoriale éventuellement par la suite, à condition, bien sûr, de trouver là matière à une recherche en création. Merci beaucoup, Corinne, pour cet exposé très clair. Moi, j'aimerais bien donner la parole à Violaine parce que je sais qu'il y a eu déjà des TD de génétique dans le département qui était assuré par Violaine. Peut-être que tu as eu une réaction par rapport à ce que et aux questions que pose Corinne, peut-être. Écoute, d'abord dire que je trouvais très intéressant et très émouvant les réactions des étudiants, hein, cette impression d'entrer en empathie avec un écrivain et de comprendre de l'intérieur ce que c'est que d'écrire. Rien que ça, c'est vraiment, je trouve, très, très positif. Alors effectivement, il y a pendant quelques années, dans le cadre du master, j'avais proposé un séminaire de génétique. Je crois que tu y avais participé aussi, Corinne. La difficulté et intérêt en même temps, c'est que nous étions plusieurs à intervenir, chacun présentant un exemple de génétique, à la fois pour permettre à des étudiants éventuellement de travailler dans cette direction-là dans le cadre de leur mémoire de master. Mais là, c'était pas seulement pour la création, la recherche-création, c'était pour l'ensemble du master de littérature. C'était un petit peu difficile parce que nous étions plusieurs à intervenir aussi. Et puis, voilà, dans la mesure où il y a eu ensuite cette formation, le master d'écriture créative, on a dû l'abandonner parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Mais je crois que là, il y a sûrement des perspectives intéressantes. Et c'est vrai que c'était un passage que j'avais supprimé de ma communication ce matin par rapport à cette idée que ces travaux de recherche-création demandent à ce travail réflexif sur soi-même, sur son propre processus d'écriture. Le fait de travailler en parallèle ou en même temps, je ne sais pas, sur un dossier de génétique d'écrivain peut être tout à fait intéressant. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut envisager des sujets qui soient plus nettement centrés sur un travail sur les processus de création, justement. Voilà, en comparant différents dossiers de génétique, par exemple, je ne sais pas. Mais, oui, je te réponds, Violaine. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi que ça permet d'articuler plusieurs strates, en quelque sorte, de la littérature. C'est-à-dire, ça permet d'articuler, me semble-t-il, hein, mais je soumets cette idée à tout le monde, d'articuler l'avant-texte, c'est-à-dire la phase rédactionnelle, justement, et puis pré-rédactionnelle aussi, hein, et rédactionnelle, et puis ensuite l'édition, et montrer comment, en fait, il y a le regard critique et le regard de l'écrivain, ou de l'écrivain, peu importe, enfin ici, eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est cette articulation, je trouve. Parce que ça peut aussi aller dans le sens d'une modification de la perspective critique, en fait. Oui, il y aurait une critique-création, voilà, en quelque sorte. Oui, c'est ça que je trouve très, très original dans ce que tu as proposé là. Hein. Oui, c'est quelque chose. Il y a aussi cette perspective-là, effectivement, et je trouve que ça vaut le coup de l'approfondir, de la creuser. Oui, voilà, oui, c'était dans cette idée. Alors, il y a un ouvrage, tu sais, qui est paru récemment, tu connais peut-être, de Biasi, et avec, comment elle s'appelle, celle qui a écrit un travail sur la stylistique. C'est peut-être, qu'est-ce que tu nous montres? Attends. Je n'arrive pas à lire là. C'est Anne Herschberg-Pirot. Voilà, c'est ça. Et il est très, très intéressant de ce point de vue-là aussi. Oui.
Pour te répondre précisément sur ECF, Corinne, peut-être dire que là, ce que tu as présenté, c'est quand même une articulation avec des formations. Et donc là, c'est complètement dans ECF à partir du moment où on envisage qu'il y ait un outillage, peut-être, un outillage critique pour entrer en création qui soit intéressant du côté de la génétique. Par contre, quand tu le présentes comme un travail vraiment de génétique, c'est-à-dire de composition d'un dossier génétique à étudier dans une perspective éditoriale, moi je pense que là on s'écarte en fait de l'enjeu de CF. Il me semble qu'il faut rester au volet d'articulation avec les formations si tu veux vraiment que ton projet là puisse intégrer ce groupe-là. Alors, moi, il me semble que dans ce que tu as dit, ce qui me paraît le plus interpellant pour moi, c'est de dire qu'il y a une qualité du texte que tu as proposé à l'étude de tes étudiants. Parce qu'on entend énormément ça dans les ateliers d'écriture, de dire en fait, on va aller choisir son corpus d'études. On ne va pas utiliser n'importe quel texte. Barthes et le scriptible, il ne dit pas tout texte est scriptible, il dit il y a un certain nombre de textes qui sont plus scriptibles que d'autres. Et moi, il me semble que quand tu dis que Reinhardt, c'est une argile de mots et que, en fait, c'est un terrain, mais vraiment propice à une réflexion justement sur les modifications, en fait, ce n'est pas n'importe quel texte. Et voilà, il me semble que c'est ça qui serait vraiment intéressant à interroger à l'échelle de notre groupe, c'est de dire en quoi un auteur particulier comme Reinhardt, il est plus scriptible qu'un autre, il est plus intéressant à interroger d'un point de vue de la recherche-création, parce que pour moi, vraiment, il y a recherche-création avec un tiret, ce qui veut dire basculer vers un travail créatif des étudiants. Pas seulement un travail de retranscription avec les codes vraiment des généticiens. Mais là, je pense que la question, je m'adresse aussi à Virginie et Pierre-Louis notamment, du caractère scriptible de la littérature de l'extrême contemporain. Je pense que voilà, c'est peut-être quelque chose qui serait à fouiller, mais il me semble qu'effectivement, c'est une dimension de la littérature de l'extrême contemporain qui est incontestable. Enfin, je pense moi, tout à fait. Moi, ça m'a fait penser à ce que je fais avec les étudiants, c'est-à-dire d'une part des choses un peu plus théoriques dans le cadre du cours enjeux et caractéristiques de l'écriture créative, où on interroge aussi les outils, Barthes, voilà, le crayon, le carnet, celui qu'on a dans sa poche, voilà, vraiment rentrer dans l'atelier de l'écrivain. Et donc se poser des questions d'écriture en les décalant un petit peu par rapport aux questions que les étudiants ont l'habitude de se poser, d'une part, et d'autre part à tous les ateliers d'écriture, parce que j'ai envie d'avoir ces étudiants qui sont passés par cet atelier que tu proposes, Corinne, parce que c'est très difficile dans les ateliers d'écriture. C'est une des choses les plus difficiles, c'est de leur faire penser la réécriture. Et je pense qu'en traversant des ateliers de critique génétique comme ça, on peut leur faire penser la réécriture. C'est vraiment ce que tu dis sur l'articulation écriture et critique, quoi. Donc là, ça me semble très important pour la création, en fait. Oui, c'est bien. Je suis contente que tu le ressentes comme ça, parce que c'est très important, me semble-t-il aussi. Effectivement. Oui, il me semble que dans les ateliers qu'on avait conçus en licence, là, dans notre équipe créative, il y avait cette idée de consacrer au moins une séance à des questions de génétique. Et Tu as c'est vrai que raison. c'est une séance que souvent on faisait en démarrage pour justement donner du sens, expliquer pourquoi pour nous la réécriture était fondamentale. Et quand on voit concrètement comment un écrivain change la place des mots, transforme, enfin toutes les opérations qu'il y a, ça donne du sens à cette opération. Oui. Voilà. Ouais, c'est vrai on faisait ça en licence. Moi, je me souviens que je l'avais fait avec Flaubert. Et c'est vrai que c'était un bon inducteur pour commencer à rentrer dans finalement l'épaisseur du texte et rejoindre un petit peu toute la dimension génétique qui nous permettait par la suite
d'envisager de façon plus efficace la question de la réécriture et du travail sur les brouillons. Donc oui, moi je vous rejoins entièrement. Oui, on faisait ça, je me souviens aussi. C'était au début ça, de notre aventure créative. Oui, il y a quelques années, je me souviens, Oui. Sarah était là aussi. Oui, voilà, c'était l'époque où Et, ça on a fait quelques réunions pour essayer de mettre en place le programme. C'était au moment où Anne-Marie était exilée, je crois. Oui, c'est ça, c'est quand Elle est Anne-Marie. revenue. Oui, oui. Mais même au tout début, je crois, avant l'exil d'Anne-Marie, je crois, qu'on avait possible. commencé ça. Non, Géraldine, c'est pas quand tu as commencé à lancer tout ça à Cergy? Oui, on a Ça, c'est dès le début, oui, voilà. Oui. Bon, ça va devenir la réunion des anciens combattants si on continue. Ça serait bien que ça soit Pleurons. Voilà. Cette idée, Anne-Marie, là, de textes plus scriptibles que d'autres, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer je ne sais pas quoi, une rubrique, des textes super scriptifs? Les textes d'atelier, bah oui, tout à fait. Oui. C'est la perspective de François Bon qui essaye de trier en fait dans les inducteurs littéraires d'écriture, de dire bah, en fait il y a des auteurs qui se prêtent mieux que d'autres justement à l'écriture. Oui, ça pourrait faire partie tout à fait. Mais j'espère que tout ce qu'on a dit va rassurer Corinne puisqu'elle était très inquiète. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais même un pas plus loin, j'ose. Et vous me dites si j'abuse, c'est que évidemment mon objectif c'est d'arriver à faire publier Reynard. Hein. Il y a quelques rares éditeurs comme Michel Surya qui s'y intéressent, Le Bruit du Temps qui va publier la correspondance avec André Dubouché, mais dont je me demande encore si c'est parce qu'il y a André Dubouché ou si c'est pour Reynard aussi. Bon, mais enfin, on a quelques timides tentatives d'édition. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est si, du point de vue de la génétique, justement, qui est très intéressante en ce qui concerne cet auteur, est-ce que vous pensez qu'on pourrait distraire une partie du budget de CF pour rémunérer des étudiants qui travailleraient autour de ces questions avec moi? Un ou deux étudiants qui passeraient du temps à ces transcriptions et à un vrai travail, cette fois, de généticien. Alors, puisque tu es dans la discussion du budget, on est obligé de penser prolongement de CF, parce que là, le budget, je vous dis, hein, il est consacré que à la publication là, de ce qu'on est en train de faire. Donc, on va en reparler si tu veux bien. Ah oui, c'est vrai que tu nous quittes après. Ben là, mais c'est bon, c'est pas grave, j'aurai l'occasion de voilà, il faut forcément que ça fasse partie d'un budget que l'on aurait ensemble construit. Là, bien sûr. Et à condition, évidemment, d'avoir des partenaires comme l'ITEM ou l'IMEC aussi, par exemple. Hein, c'est évident. Oui. Mais c'était pour savoir juste si ça s'intégrerait éventuellement dans un projet. Il faut le penser, il faut que ça corresponde à un projet commun. Oui, mais tout à fait. Oui. D'accord. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Corinne. Merci de ton intervention.